Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Vous passez à la voiture électrique et vous vous posez beaucoup de questions sur les changements pour vous. Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Car après un peu plus de 2 mois d'absence et je dirais quand même quelques mois de peu de productivité de création, je reviens un petit peu aux affaires. Voilà, changement personnel, déménagement, pas mal de taf, etc. L'inspiration manquait, le temps beaucoup me manquait. Et j'ai décidé, notamment suite à l'impulsion de certains d'entre vous qui me demandiez « Mais Armel, on voit plus de vidéos, Armel revient, etc. » Et donc j'ai décidé de revenir sur la chaîne, de parler bien sûr d'électromobilité puisque c'est le sens premier de cette chaîne et de partager avec vous mon expérience, mes retours d'expérience sur la voiture électrique. Et notamment, je vais essayer de répondre à quelques questions que Julien m'a posées sur Instagram, un de mes abonnés. Et demain, Julien, tu vas récupérer ton Skoda Enyaq si je ne me trompe pas. Et donc Julien, tu t'es posé plein de questions en disant là en décembre je passe à la voiture électrique, quels sont les changements pour moi, qu'est-ce que ça va devenir, etc. Et je t'ai dit écoute, si je devais faire une vidéo tips, astuces, conseils pour quelqu'un qui va passer à la voiture électrique, quelles questions voudrais-tu que je réponde? Et tu m'en as listé 5. Donc, la première, c'est comment est-ce que je vais demain moi estimer l'autonomie de ma voiture? Ma réponse préférée, quand on me pose ce genre de questions sur la voiture électrique, c'est « ça dépend ». Ça dépend en effet de beaucoup de choses, mais comme pour la voiture thermique, ça va dépendre s'il fait beau ou pas, s'il y a de la pluie, si on a un vent de face, si on roule vite ou pas. Voilà, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses, mais globalement sur l'autonomie de la voiture électrique, ce qui va vraiment impacter, c'est votre type de conduite. Est-ce que vous êtes plutôt conduite un petit peu sportive, beaucoup de reprises, etc. Ou est-ce que vous avez plutôt une conduite assez cool? Ça va avoir un vrai impact de l'ordre de 5, 10, 15, 20% de consommation supplémentaire, mais c'est la même chose sur une voiture thermique. Donc forcément, ça va gréver notre autonomie. Et par contre, là, clairement, il faut que vous sachiez, c'est que la météo, 2 points sur la météo, les conditions climatiques, vont modifier l'autonomie de nos voitures électriques. Les voitures électriques sont un peu plus sensibles que les voitures thermiques au vent et à la pluie. À la pluie, puisque ça va induire un manque d'adhérence de nos pneumatiques, et le vent, notamment les vents de face et vents de travers, vont être assez perturbants. Pourquoi ça a plus d'impact que sur une voiture thermique? Nos voitures sont plus lourdes, elles font 400-500 kg de plus qu'une voiture thermique équivalente, et donc forcément c'est de la physique, plus c'est lourd, plus c'est compliqué, plus ça demande d'énergie, et ça va avoir un impact un petit peu plus fort sur nos consommations que sur nos voitures thermiques. Le deuxième impact de la météorologie, c'est le froid. Alors le froid, quand je dis vraiment froid, c'est en dessous de 5 degrés, mais vraiment en dessous de 0 degré. Pourquoi? Parce que là c'est de la chimie, les batteries n'aiment pas le froid, les batteries vont perdre de l'efficacité avec le froid. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé vos appareils photo, vos téléphones portables, ou voire même des GoPro à la montagne, et là tout d'un coup, mais l'autonomie des batteries de nos caméras, de nos téléphones fond, parce que le froid est vraiment un élément qui fait que la batterie va perdre beaucoup de sa capacité. Vraiment, en dessous de 0 degré, vous pouvez avoir 5, 10, 15% plus froid va être important de surconsommation. Voilà un petit peu. Donc, une fois qu'on a ces paramètres en tête, comment est-ce que tu peux calculer ton autonomie? Comment est-ce que tu peux la juger? Simplement en se mettant sur ton ordinateur de bord dans ta voiture, en regardant ta consommation, et puis en faisant des petits règles de 3. Par exemple, mon modèle Y, en moyenne, je suis à 16 kWh au 100 km de consommation. J'ai une batterie capacité utile de 58 kWh. Voilà. Avec ça, je fais un petit produit en croix. Je suis à entre 360 et 370 km d'autonomie. Et puis si je vais rouler sur autoroute, je vais regarder ma consommation. Je peux monter à 19, 20, 21 kWh en fonction de la météo et des conditions climatiques. Et si je suis sur départemental, je peux être autour de 12, 13, 14. Donc voilà. Donc en fait au quotidien, on va revenir un petit peu aux maths. Et puis un simple produit en croix vont vous permettre au quotidien d'estimer votre autonomie. Il faut se méfier en fonction du type de voiture que vous avez. Souvent, l'autonomie qui va être affichée sur l'écran. Alors, par exemple, chez les Tesla, ils nous donnent l'autonomie sur les normes EPA. C'est la norme américaine de cycle de voiture. Chez les Volkswagen, par exemple, ils vont vous estimer, vous recalculer un petit peu en live votre autonomie par rapport à votre consommation récente. Donc, toujours un petit peu se méfier de l'autonomie affichée sur l'écran. Faites un petit produit, un petit règle en 3 pour vous dire est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon. Et puis,
tu verras à l'usage que au début, vous serez un petit peu très prudent sur votre consommation. Vous essaierez toujours de garder 15, 20, 25% de batterie pour être sûr, parce que changement d'habitude, etc. Puis à force, vous apprendrez votre voiture, vous connaîtrez votre consommation habituelle, et vous verrez que ça ne sera pas rare que vous arriviez à 5 ou 10% à votre destination ou à votre point d'étape. J'avoue que moi-même, ça m'arrive un peu plus souvent d'être quasiment même à 0% sur mon point de destination, sur mon point d'étape. Bon, ne jouez pas, mais voilà. Question suivante. Alors, quelle borne ou puissance pour recharger? Alors, il y a deux notions. Il y a deux notions à avoir sur une voiture électrique. Il y a deux types de charges. Il y a ce qu'on va appeler les recharges en courant alternatif. Courant alternatif, c'est le courant qu'on va avoir à la maison ou sur les bornes publiques. On appelle ça le courant AC. Là, ça va dépendre de votre voiture. Il faut savoir que si on compare par exemple à un ordinateur portable, le chargeur, il est dans la voiture. Il n'est pas dans la borne. Quand vous regardez votre ordinateur portable, vous avez un fil et vous avez un gros boîtier. Noir en général, de couleur. Le chargeur, c'est ça pour votre ordinateur portable. Il est en dehors de l'ordinateur. Ils l'ont sorti de l'ordinateur parce que ça permet de garder la compacité de votre appareil. Mais nous, dans nos voitures, le chargeur, il est à bord. Il est là. Il n'est pas dans la borne. Donc c'est la voiture qui va décider de la puissance qu'elle va accepter. En courant alternatif, la voiture prendra toujours le maximum de puissance qu'elle est capable de prendre. Très généralement, les voitures électriques ont un chargeur en courant alternatif embarqué d'une puissance maximale de 11 kW. Certaines voitures sont à 7,5 kW et quelques voitures, notamment la Zoé, acceptent 22 kW de puissance en courant alternatif sur du triphasé. Suivant où vous vous brancherez, vous prendrez donc maximum. La mienne, elle a 11 kW de puissance en courant alternatif. Je ne pourrais pas prendre plus de 11 kW. Et puis pour savoir la puissance, c'est un simple produit, c'est le voltage du courant multiplié par l'intensité. Et donc, en général, on est sur du 220 volts, à domicile, 220-230 volts. Et en ampérage, ça va dépendre de votre prise ou votre sécurité électrique. Donc, si je prends une prise domestique normale, on est sur des prises de 8 à 10 ampères. 10 ampères, courant à 230 volts. Allez, je vais prendre 2,3 kW. Enfin, la prise va mettre à disposition de la voiture 2,3 kW. Donc, ma voiture qui peut en prendre jusqu'à 11 les prendra. Si j'installe une borne domestique chez moi, certaines bornes vont pouvoir aller jusqu'à du 32 ampères. 32 ampères à 230 kW, 7,5 kW. Ma voiture a un chargeur de 11 kW, donc elle prendra les 7,5 kW. Et ensuite, sur des réseaux publics, on va pouvoir monter à un peu plus de puissance. Très souvent, ce sont des bornes 22 kW, c'est-à-dire du triphasé, 7,5 sur chaque phase, 3 phases, 22 kW de puissance. Ma voiture a un chargeur de 11 kW, donc elle ne prendra que 11 kW sur ces bornes en courant alternatif. Deuxième cas de figure, vous chargez sur une borne qui va vous délivrer du courant continu. C'est ce qu'on va retrouver sur notamment les chargeurs dits rapides, voire très rapides. Et là, ça va dépendre encore une fois, du chargeur de votre voiture. Ma Tesla, c'est un Tesla Model Y propulsion, le chargeur accepte maximum 170 kW en courant continu. Beaucoup de voitures sur le marché vont accepter jusqu'à 130, voire 150, 170 kW. Et certaines voitures très efficientes et très efficaces, par exemple les modèles long range chez Tesla, les Hyundai, les Kia, etc., les Porsche, Audi ou autres, peuvent accepter jusqu'à du 250 kW en courant continu. Donc, là, ça va dépendre de la puissance que la borne va mettre à disposition de la voiture. Vous voyez que sur cette borne-là, c'est une borne publique et vous voyez ici que j'ai 3 types de prises. J'ai une prise ici en courant alternatif, 22 kW. Comme je vous le disais, ma voiture prend 11 kW en courant alternatif, donc ma voiture ne prendra que du 11 kW de puissance. Et ici, j'ai 2 autres types de prises. J'ai une prise Shademo, c'est un modèle de prise japonais, et j'ai une prise ici, ce qu'on appelle combo CCS. Je vous la sors. Combo CCS, donc vous voyez, et qui nous permet de charger nos voitures en courant continu. Et celle-là, elle délivre 20 kW de puissance. Ma voiture acceptant jusqu'à 170 kW, en théorie, elle prendra donc les 20 kW distribués par la prise. Quelle borne, quelle puissance, ça dépendra vraiment de où vous vous rechargez. Est-ce que vous vous rechargez à votre domicile ou est-ce que vous chargez sur une borne publique?
À domicile, on est en courant alternatif, donc la puissance maximale dépendra de votre voiture. Et sur une borne publique, ça dépendra bien sûr de votre chargeur, alternatif ou continu, et de la puissance délivrée par la borne. À partir de là, vous devez essayer d'estimer c'est quoi votre kilométrage moyen quotidien. Les statistiques disent qu'en moyenne, un Français roule entre 50 et 60 km par jour. Si je prends mon modèle Y, je consomme 16 kWh au 100 km, c'est-à-dire que je vais consommer 8-9 kWh par jour. Est-ce que je vais avoir besoin d'une borne? Si je me branche sur une prise domestique, type CHAdeMO, on est sur du 220 volts et suivant la sécurité que vous avez mis sur la prise, on va prendre du 8, du 10, voire du 13 ampères sur des prises renforcées. Et donc si je prends le maximum, 13 ampères à 230 volts, je vais prendre 3 kW, un peu plus de 3 kW de puissance. Donc 3 kW, ça veut dire qu'en 3 heures de charge, j'aurai récupéré l'équivalent de ma consommation quotidienne. Donc voilà, si votre kilométrage quotidien ne dépasse pas ça, une prise domestique, chez vous, si vous y avez accès, vous permettra largement de compenser votre consommation quotidienne. Et si vous roulez beaucoup plus, 100, 200, 300 km par jour, très régulièrement, là c'est sûr que, par exemple, si je prends 300 km par jour, ma voiture elle consomme 16 kWh, donc ça veut dire 48 kWh à recharger dans ma voiture. 48 kWh, si je fais sur une prise domestique à 3 kW, il va me falloir presque 15 heures pour recharger ma voiture. Et là, ça devient compliqué, même en rentrant à 20 h à la maison, en repartant à 8 h le lendemain matin, là j'ai que 12 heures de temps la nuit pour d'accès à la prise. Donc là ça peut être limite. Donc là à ce moment-là, une borne à votre domicile pourra être une vraie solution pour vous parce que la borne vous permettra d'aller jusqu'à 7,5 kW en monophasé. Et donc 7,5 kW en 6 heures. J'aurais récupéré ma consommation équivalent à 300 km de trajet quotidien. Une wallbox, il faut compter entre 500 et 1500 euros l'équipement, en fonction de vous aurez pris, plus l'installation électrique. Et là, pour une wallbox, il faut faire intervenir un électricien pour la sécurité de votre installation. Donc on est sur des budgets de 700 à 1800 euros en fonction du type d'équipement que vous aurez choisi pour l'équiper. C'est un budget. Une prise renforcée, il y a des prises qui existent sur le marché. Sécurité plus prise, on va dire on est autour de 150 euros de matériel. Après ce sera le coût de l'installation si vous le faites vous-même ou si vous le faites poser par un électricien, ça peut vous coûter un petit peu plus cher. On va dire en général on est dans les 300 euros max là-dessus. Vous avez le droit normalement à une prime, une aide de l'État pour l'installation de ce point de recharge à votre domicile qui est de 300 euros. Donc par exemple ça va compenser l'installation d'une prise renforcée chez vous. Quatrième question que tu m'as posée, quel est le véhicule le plus adapté à moi? C'est une très très bonne question. La question c'est pas est-ce que je vais prendre une citadine, une voiture compacte, est-ce que je prends une berline, est-ce que je prends un monospace, est-ce que je prends un gros 4x4, etc. On va en revenir bien sûr à l'autonomie et c'est là-dessus que je voulais en venir. C'est vrai que c'est une question qu'on ne se posait pas avant parce qu'aujourd'hui traverser la France même en Twingo thermique c'est pas compliqué. C'est vrai que sur une voiture électrique aujourd'hui, on va avoir des propositions de voitures qui vont avoir des autonomies annoncées allant de 200 à 600 km. Donc c'est vrai que si vous ne voyagez quasiment jamais avec votre voiture, même si une voiture thermique vous permettrait de le faire, une petite voiture électrique, une voiture électrique avec peu d'autonomie, c'est-à-dire 250-300 km, va vous satisfaire largement. Et l'avantage, c'est qu'elle coûtera moins cher, parce que 40% d'une prix d'une voiture électrique, c'est la batterie et le moteur. C'est très très différent par rapport à une voiture thermique. Si vous faites, allez, 1 à 2 fois de grands trajets dans l'année, pour des vacances, des grands déplacements, etc., je dirais que des voitures autour de 350 à 400 km d'autonomie sont suffisantes, vont vous permettre de le faire. Bien sûr, ce trajet sera plus long qu'avec une voiture thermique parce que notamment sur autoroute c'est des voitures qui vont avoir une plus faible autonomie, vous devrez vous arrêter plus souvent et en plus souvent ces voitures là vont être associées à des temps de charge pas les plus optimales, donc vous mettrez un peu plus de temps, mais c'est faisable de traverser la France avec une Peugeot 208 i208, avec une Renault Zoe, etc. C'est juste le temps nécessaire pour le faire qui sera plus long. Ensuite, si vous êtes amené régulièrement à faire de longs trajets ou si vous en avez les moyens et que vous ne souhaitez pas perdre trop de temps sur des grands trajets, je dirais qu'aujourd'hui, viser une voiture qui annonce 450 km d'autonomie
WLTP, ce qui est la norme européenne et française de mesure des autonomies. Franchement, là en général, on est sur une voiture qui va vous permettre, un, au quotidien d'être tranquille, et deux, si vous avez besoin de voyager, de le faire de façon quand même assez efficace. Souvent, ce sont des voitures qui vont vous proposer des temps de recharge sur des longs trajets, hein, donc sur des bornes très très puissantes, de l'ordre de 25 à 40 minutes pour faire un 20-80, pour récupérer 60% de votre capacité de batterie, en général qui va vous redonner un rayon d'action de 150 à 200 km pour aller au point suivant. Donc voilà, si vous êtes amené à faire régulièrement dans l'année, 3, 4, 5, 6 fois de longs trajets, ce type de voiture est beaucoup plus adapté. Après, si vous êtes un très très gros rouleur, ou si vous avez le pied plutôt lourd, c'est vrai qu'aller viser des voitures qui ont plus de 500 km d'autonomie annoncée sera adapté à vous. Mais là, à chaque fois, on monte en gamme de prix. Et puis, dernière question que tu me posais, c'était sur les réseaux de recharge très rapides et l'utilisation ou non des cartes de recharge. Eh oui, très très souvent malheureusement, votre concessionnaire, si vous êtes passé par une concession, ne vous aura pas vraiment expliqué comment ça se passe la vie en voiture électrique. En voiture électrique, quand vous branchez chez vous, il n'y a pas trop de soucis. Dès que vous allez sur le réseau public, eh bien, il va vous falloir ça. Des cartes RFID qui vont vous permettre d'utiliser des sociétés tierces qui s'occupent de la facturation de l'électricité avec le réseau électrique. Toutes les bornes n'acceptent pas forcément toutes les cartes. Il y a plusieurs cartes maintenant qui existent sur le marché. On parle souvent de la carte ChargeMap parce que c'est la carte qui est référencée un petit peu partout, qui passe un petit peu partout. L'inconvénient que je trouve à ces cartes-là, c'est qu'elle est payante. Il faut acheter la carte et ensuite il y a une commission qui est prise sur chaque recharge. Donc en général, la charge électrique va vous revenir le plus cher. Celle que j'utilise le plus souvent, c'est la carte Shell Recharge. Déjà, elle est gratuite. En Bretagne, sur le secteur où je suis, en tarif, c'est souvent la carte qui me permet d'avoir les tarifs les plus avantageux de recharge. Je vais utiliser aussi pas mal la carte Freshmile et de temps en temps la carte ChargePoint. Alors j'utilise de moins en moins parce que souvent les tarifs qu'on peut avoir avec la carte ChargePoint ne sont pas les plus avantageux. Et sur la Bretagne, Freshmile et Shell Recharge sont les plus adaptés. Ces trois cartes qui sont gratuites, vous n'avez pas à les payer. Freshmile peut vous permettre d'avoir des abonnements, mais j'en ai pas vraiment l'utilité de mon côté. Et sinon, c'est une application sur votre téléphone. Ouais. Souvent, sur les bornes électriques, vous allez avoir ça. Vous allez avoir ce type de zone avec un emplacement qui vous indique que vous pouvez positionner votre carte. Parfois, un lecteur de carte bancaire. Et donc, soit vous utilisez votre carte de recharge que vous allez badger, soit votre carte bancaire, soit une application. Et ici, vous voyez par exemple, j'ai un code data matrix. Et avec l'application, donc Freshmile notamment sur cette borne-là, ça va me pouvoir d'identifier la borne et de lancer et de payer par l'application. Clairement, le pratique pour nous serait qu'on puisse payer sur toutes les bornes avec une carte bancaire. C'est vraiment pas le cas. Donc, si toi demain tu passes à la voiture électrique, sache que il te faut à minima des applications sur ton téléphone ou une ou deux cartes de recharge. Vraiment, prends ça avec toi, sinon tu risques d'être embêté, de perdre du temps. Moi, je trouve que la carte RFID, en général, c'est ce qui est le plus rapide, que de passer par une application. Souvent, ça nous permet de trouver le tarif le plus avantageux. Et la carte bancaire, très souvent, sur les quelques bornes qui sont équipées, la carte bancaire, très souvent, ils vont demander de provisionner. C'est-à-dire que même si votre charge, au final, ne va vous coûter que 8 ou 9 euros, on va vous débiter de 25 euros et après, vous serez remboursé. Je trouve que c'est vraiment pas pratique. Ça marche pas tout le temps en plus. Donc voilà, je dirais aujourd'hui, c'est un des points noirs du système de recharge publique, c'est ce type de fonctionnement. Sur les bornes très puissantes, ce qu'on appelle les bornes très rapides, du réseau Tesla, du réseau Fastnet, du réseau Ionity, Engie, Total Recharge, etc. Aujourd'hui, on a quelques possibilités. Alors, par exemple, Tesla, si vous avez une Tesla, il suffit de brancher la voiture, il y a une reconnaissance automatique de la voiture qui est faite. Sur de nouveaux réseaux comme Allego, Ionity, etc., ce système de reconnaissance automatique de la voiture existe, chez Fastnet aussi, et il suffit de le faire une fois, d'avoir enregistré votre véhicule sur l'application, etc. Et à chaque fois que vous viendrez vous brancher, le réseau du distributeur vous reconnaîtra votre voiture et vous n'aurez plus besoin de carte et compagnie pour payer. Pour être sûr d'avoir le meilleur tarif, c'est vrai que utiliser l'application de l'opérateur chez qui vous allez vous donnera en général les meilleurs tarifs de ce réseau.
Voilà un petit peu. Donc aujourd'hui, vous allez vivre avec 3 nouveaux éléments. Votre câble de recharge domestique, votre câble T2 pour vous brancher sur le réseau public en courant alternatif, et puis les câbles qui sont connectés directement sur les bornes, comme celles que je vous montrais, notamment les câbles DC. Ça, c'est pas un câble qu'à vous, là, ces câbles sont forcément sur la borne pour vous brancher sur votre voiture. Et puis, il vous faudra soit des applications, soit des cartes de recharge. Ce sera votre nouveau quotidien. Alors, quel réseau de supercharge? C'est ce que tu me demandais en question subsidiaire, Julien. Aujourd'hui, clairement, si vous entreprenez des longs trajets, privilégiez les réseaux de supercharge connus, comme Ionity, Allego, Tesla, Fastned. D'autres sont en train d'émerger, comme Engie, Total, Energy, Shell Recharge, mais ils ne sont pas encore totalement fiables. Et moi, je vous conseillerais vraiment les réseaux Ionity, Fastned, Allego et Tesla, pour deux raisons. Un, parce que leur matériel est globalement très fiable, et souvent ce sont des emplacements où il y a 4, 6, 8, voire même plus câbles de recharge. Par contre, si vous allez sur des bornes très rapides où il n'y a que 1 ou 2 emplacements, si par hasard il y a déjà une voiture qui est branchée, vous risquez d'être embêté et de devoir attendre. Donc privilégiez plutôt les réseaux, en effet, Ionity, Allego, Tesla, Fastned. En général, il y a suffisamment de bornes et vous aurez toujours une borne qui est disponible et qui fonctionne. Aujourd'hui, dans le choix également du réseau, ça va être le tarif. On a les réseaux Ionity, Tesla, etc. qui aujourd'hui sont les moins chers du marché. Vous allez pouvoir recharger autour de 40-45 centimes du kilowattheure. D'autres réseaux sont plutôt à 60 centimes du kilowattheure, comme le réseau Total Energy, Allego aussi souvent. Donc voilà, ce sera aussi pour vous un critère de choix. Voilà, vous avez décidé de passer à la voiture électrique, bienvenue dans la famille. Vous allez voir, c'est assez génial, c'est une expérience de conduite qui est vraiment très particulière. Je n'en parle pas beaucoup dans cette vidéo, mais clairement vous verrez que conduire en voiture électrique c'est très 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 différent et on a du mal à repasser en arrière. Et une fois qu'on a assimilé le fonctionnement de la recharge, ça ne nous embête pas. Parce que de toute façon, dans 90% de votre cas, vous allez charger la nuit pendant que vous dormez. Donc en fait, c'est pas une contrainte, c'est un peu comme votre téléphone, quoi. Et c'est pas si souvent que ça, vous verrez, que vous aurez cette sensation de contrainte de dire je dois m'arrêter pour aller plus loin, je vais perdre du temps, etc. C'est vraiment que sur les très très grands trajets où ça va arriver. Et sincèrement, par rapport au gain de coût au quotidien, etc., vous verrez, vous avez fait le bon choix. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines questions que vous vous posez. N'hésitez pas à mettre des remarques, des commentaires s'il en manque, si vous voulez des précisions, ou si vous-même vous n'êtes pas d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt sur la chaîne Armel High Tech.